Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Ama Maria Ané, d'Action Cancer du sein du Québec, toute récente nouvelle directrice générale depuis 3 mois. Et avant de vous présenter le contexte de la conversation, sans le faire comme une tradition peu significative et non sentie, je voudrais dire que la conversation authentique que nous aurons dans quelques minutes a lieu en présence à Montréal. Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples qui y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Nous allons aussi mettre en ligne un lien qui vous permettra de savoir sur quel territoire vous êtes connecté actuellement pour les personnes en ligne. Catherine et ou Nawal, ça serait nativeland.ca, je pense, que vous connaissez déjà. Je tiens à remercier particulièrement Isabelle de Femmes autochtones du Québec de prendre part à notre conversation du jour et de nous faire, Femmes autochtones du Québec, et nous faire constater encore une fois combien l'activisme et le savoir des communautés autochtones ont précédé les mouvements sociaux mainstream au Québec et continuent à nous faire réfléchir sur les nécessités d'analyse et d'habitus décentrés quand il s'agit de stratégiser ensemble et de parler d'enjeux en santé ici, ailleurs et maintenant. Action Cancer du sein du Québec est un organisme féministe en santé qui a pour mission la prévention du cancer du sein, avec une préoccupation particulière pour les facteurs environnementaux qui font augmenter les risques pour cette maladie. Nous, on croit que tout ce qu'on fait à notre environnement, on le fait à notre corps. On le fait à nous-mêmes et que le travail pour la justice sociale inclut la justice en matière de santé et d'environnement. Je tourne ma page pour ceux qui sont en ligne. Donc, voilà. Donc, notre conversation intitulée « Vers un mouvement inclusif en santé communautaire et environnementale, comment se faire entendre en contexte de plurivocalité » est le fruit de plusieurs démarches entamées grâce au bouillonnement d'idées il y a 2 ans, soutenues par la Fondation Make Way et grâce également à une exploration soutenue par la Fondation Lucie et André Chagnon. Donc, voilà, merci beaucoup de nous permettre de pouvoir explorer, de pouvoir réfléchir et à un rythme décent. Et j'aimerais dire que le terme de conversation courageuse ou authentique peut être un peu étrange, et bien que ça peut être curieux, mais c'est un concept que en fait on voit souvent dans le champ éducationnel. Des fois aussi, vous allez voir conversation courageuse dans les trousses DEI, tout ça, etc. Donc, ça existe depuis. Mais en gros, pour nous, pour ACSQ, c'est initier des conversations, c'est parler juste et non juste parler. C'est s'affirmer en recevant l'autre, c'est discuter parce qu'il y a une raison de le faire. Et c'est surtout avoir une intention d'aborder des sujets encore peu abordés. Donc, pour ça, il faut des ingrédients de base, il faut des bases de confiance, de respect. Et c'est en cela vraiment que je suis émue, vraiment particulièrement émue de la confiance que nous témoignent les panélistes qui sont là aujourd'hui. Et je peux vous assurer aussi de notre plus grand respect. Donc, en fait, avec la conversation, pour terminer, on souhaite proposer une réflexion intersectionnelle sur la mobilisation concertée, sur la synergie inclusive. Quelles sont les articulations qu'on veut faire entre groupes, entre mouvements? Est-ce nécessaire? Est-ce qu'on fait face à des hiérarchies d'enjeux dans nos espaces de mobilisation, de concertation? Donc, en fait, la diversité des prises de parole aujourd'hui va permettre aux panélistes de présenter les enjeux de santé communautaire et environnementaux vécus par plusieurs communautés, mais aussi des manières de mobiliser les enjeux d'inclusion, de plurivocalité, de représentativité dans l'engagement social, mais aussi quelles sont les alternatives en fait à tous ces élans sociaux, parce que les personnes qui sont ici ont aussi initié des mouvements, des élans sociaux, des élans communautaires. Donc, voilà. Donc, bonne conversation. Ah, j'oubliais quelque chose. Pardon. J'allais partir, mais il faut quand même que je vous présente Maggie Metellus. Donc, parce que Maggie va présenter les panélistes, mais il faut quand même te présenter, Maggie. Donc, la présentation de Maggie Metellus, notre animatrice du jour, est une haïtiano-québécoise, une militante afroféministe, artiste de la parole, une passionnée du verbe,
une animatrice très sollicitée. Au cours des 20 dernières années, elle a animé des événements, activités pour le RAFIC, la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, la Table des groupes de femmes de Montréal, la Marche mondiale des femmes. Pour nous aussi, Action Cancer du sein du Québec, pour ne citer que ces groupes-là. Donc, bonne conversation et à tout à l'heure pour la conclusion. Bonjour, bonjour tout le monde, à mon tour de vous saluer. Merci Ama, merci Action, oui, merci Ama et toutes les autres personnes qui ont contribué à réaliser cette activité pré-Assemblée générale annuelle. Euh, je suis touchée d'animer ce panel et comme dans presque toutes mes animations, un brin gêné parce que je dois tenir le temps. Et tenir le temps veut dire sans doute interrompre la personne qui parle. Alors je dis gêner, mais ça fait partie du métier au final. On aurait souhaité pouvoir avoir cette conversation bienveillante, authentique et tout dans un contexte beaucoup plus détendu. Mais là, le contexte étant ce qu'il est, on a des grosses contraintes de temps et les panélistes ont accepté, même à contre-cœur, de se prêter, je ne regarde personne en particulier, hein, de se prêter à l'exercice. Alors, je vais d'abord vous présenter nos panélistes et après, on reviendra sur le déroulement spécifique de l'activité. Alors, avec nous aujourd'hui, Naolo Charles, bonsoir, fondateur de l'initiative des Noirs pour l'environnement, Be Initiative, entrepreneur social primé, il a également cofondé la Coalition canadienne pour la justice environnementale et climatique, une coalition lancée pour soutenir les communautés dignes d'équité affectées par les injustices environnementales. Titulaire d'une maîtrise en environnement, Naolo a également été l'un des experts de la table consultative sur l'environnement naturel prospère, mise en place par Environnement et Changement climatique Canada, pour élaborer la première stratégie nationale d'adaptation du Canada. Avant de créer Be Initiative, Naolo a travaillé pendant plus de 10 ans pour diverses organisations, notamment des fondations, des universités, des gouvernements et des startups. Naolo, bonjour et bienvenue. On lui souhaite la bienvenue. Sarah, Sarah Dubuc, bonjour, est une chercheuse indépendante, politologue de formation, par l'obtention d'une maîtrise à l'Université d'Ottawa en affaires publiques. Ses intérêts de recherche se concentrent sur les dynamiques de pouvoir et les rapports de force dans les milieux activistes, principalement environnementaux et altermondialistes. En tant que militante féministe engagée dans divers mouvements sociaux, Sarah s'interroge sur les façons de lutter contre les oppressions systémiques et de multiplier les possibilités d'action dans le contexte actuel multicrise. Elle prépare son projet doctoral qui portera sur l'importance de la revalorisation du soin, care, pour sortir de l'impasse climatique. Bonsoir Sarah, merci d'être les nôtres. Alexandra Pierre. Alexandra milite et travaille dans le milieu communautaire et dans les groupes de femmes depuis près ou plus, bientôt on va dire plus de 20 ans. Elle s'intéresse aux enjeux féministes, de migration et de racisme. En 2020, elle devient la première femme noire élue à la présidence de la Ligue des droits et libertés. Ya. Elle fait paraître l'essai Empreintes de résistance, filiation et récits de femmes autochtones noires et racisées en 2021 aux éditions du Remue-Ménage, un livre qu'il faut lire. Dans ses temps libres, elle lit tout ce qui lui passe sous la main. Bonsoir, Alexandra. Isabelle Paillé, à Benakis, occupe le poste de coordonnatrice santé globale à
à femmes autochtones du Québec depuis 2020. Elle occupait auparavant le poste de coordonnatrice promotion non-violence et du réseau des maisons d'hébergement autochtones au Québec de 2012 à 2020. En santé globale, son rôle consiste à promouvoir la santé des femmes autochtones vivant au Québec et de défendre leurs intérêts. Ses principales activités sont développer des projets de prévention, d'éducation et de sensibilisation en matière de santé globale et d'agression à caractère sexuel, former les intervenants autochtones et allochtones qui interviennent auprès des familles autochtones au Québec afin de les outiller pour mieux intervenir et améliorer la sécurisation culturelle pour combattre les préjugés. Isabelle, bonjour. Lourdeny Jean, diplômée du Collège Lionel Groulx en 2017, Lourdeny se passionne pour les sciences humaines, notamment la sociologie, la psychologie et l'anthropologie. Elle renforce actuellement son expérience terrain en augmentant ses compétences au sein d'organismes communautaires abordant divers enjeux sociaux, tant à l'échelle macro que micro. Dernièrement, elle développe des projets personnels, notamment l'environnement C intersectionnel, une initiative mariant art, engagement et éducation populaire dont elle est la fondatrice. Féministe intersectionnelle, conférencière et artiste, elle se perfectionne sur les thématiques touchant de près ou de loin la justice sociale, la sociologie et l'anti-oppression. Lourdeny, bonjour. Alors, merci encore à vous cinq d'avoir accepté cette invitation. Il a été convenu que je pose 2 questions auxquelles tout le monde peut répondre, puis, dans un deuxième temps, une question spécifique à chacun. À chacune et à Naolo. À chacune, c'est bon. On va s'entendre pour ça. Je lui avais dit, moi, je vais parler au féminin. Il a dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Ce segment-là sera suivi d'un moment d'échange avec vous, cher public. Pour les personnes qui se joignent à nous via Zoom, on aurait voulu que vous puissiez inscrire les questions dans le Q&A. Malheureusement, hélas, il n'y a pas de section Q&A, il n'y a que le chat. Alors, je sais que Ama et Catherine vont gérer ça. Je vous prie de leur faciliter la tâche au maximum et d'éviter, on aime bien les réactions et tout, mais si on pouvait garder le chat pour les questions, ce serait vraiment, vraiment fort apprécié. Voilà, tout est beau. Est-ce que j'ai dit que chaque panéliste a droit à 3 minutes par... Je l'ai dit, ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui va tenir le temps avec moi parce que là, je ne peux pas démarrer et en même temps. Tout va bien. Pour cette première ronde, il n'y a pas de tour de parole désigné. Dans le deuxième bloc, il y a un tour de parole qui a été déjà convenu, de même que les questions. Alors, nous y allons. Moi, je partage le micro avec toi, Naolo et Isabelle, et puis Alexandra et Sandra. C'est bon? Alors, excuse-moi, tiens, tu peux mettre ici. Merci beaucoup. Alors, je voudrais saluer le travail extraordinaire de Ama non seulement dans la conception de cette activité, dans l'élaboration et des questions et des réflexions. T'en prie, batte un bravo pour elle, pour moi. Merci, cher. Et donc, ça a été tellement impeccablement fait que moi, je vais m'en tenir à ce qu'elle a écrit. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas besoin de bonifier ce qui est déjà bon. Ouais. Dans les mouvements mainstream, il existe un écart entre la volonté de reconnaître la diversité des enjeux en santé communautaire et environnementale et la mise au centre des enjeux urgents vécus par les communautés dignes d'équité. Des questions se posent. Quelles sont les limites de l'inclusion dans les mouvements sociaux au Québec? Qu'évoque pour vous le titre « Se faire entendre » en contexte de plurivocalité?
Ça, c'est la première question globale que tout le monde a reçue. Tout le monde a reçu toutes les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de briser la glace et d'y aller dans un premier temps? Merci. Moi, je regarde s'il y a personne qui bouge. Non, c'est avec toi. Dans le testing. Quoi? Ouais. Donc, en fait, la question a vraiment des mots à 10 piastres, puis nous, les Autochtones, on préfère les termes terrain. Donc, si je dis I don't know more, est-ce que ça sonne une cloche à quelqu'un? Absolument. Donc, I don't... Prends pas mon 3 minutes, Maggie. Faut tout le temps que je fasse des jokes plates, désolée. Donc, I don't know more, c'est un des gros mouvements qu'il y a eu, que tous les Autochtones se sont regroupés sans distinction de nation, de communauté ou de province à travers le Canada. Puis, il y a même eu le mouvement I don't know more Québec où vous étiez tous partants, là. Moi, je prends pour acquis, vous étiez tous là, là. Donc, il faut savoir que I don't know more a commencé à cause d'un problème environnemental. Parce que il fut un temps où il y avait un monsieur qui s'appelait Harper, qui était au pouvoir. Et lui, il voulait privatiser 80%, si ce n'est pas plus, là, je ne me souviens plus des chiffres exacts, là, de toutes les rivières et les lacs sur lesquels on se trouve à travers le Québec, le Canada, là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand il y a une rivière ou il y a un lac quelque part, il y a des Autochtones pas loin. Nous, là, c'est la source de notre vie. On a besoin de l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est les Autochtones avec le mouvement I Don't Know More, qui ont bougé en premier. Pour dire, ça se peut pas, c'est pas vrai qu'on va donner ça à des grosses industries, tout ça, parce qu'il faut savoir qu'un coup, c'est privatisé, le gouvernement peut le donner à n'importe qui. Je ne sais pas si vous appréciez avoir de l'électricité, mais tu sais, les barrages électriques, là, c'est parce que ça envahit nos territoires. On n'a plus nos terrains de chasse. On n'a plus nos... Puis c'est pas de la nourriture qu'on va aller chercher. Tu sais, le poisson qui va être là dans le barrage après, c'est pas la même chose qu'avant. OK? Donc, ça atteint l'environnement, mais ça atteint directement notre mode de vie traditionnel, puis de la façon dont on prend soin de nous. Parce que acheter le poisson à l'épicerie déjà coupé, là, c'est pas une façon traditionnelle autochtone. Nous, c'était d'aller sur le territoire, mais plus il y a des barrages, moins il y a d'eau adéquate qui n'est pas polluée, je pourrais dire, OK, pour qu'on puisse y aller. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais presque à chaque année, à chaque été, on a des cocons de partout à travers le Québec qui font une marche pour l'eau. Nous, on les appelle les marcheuses d'eau. OK? Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, mais 3 jours sans eau, c'est fini. L'eau, c'est la vie. OK? La base, là, l'eau, c'est la vie. Nous, on pense tout le temps à ce qu'on fait aujourd'hui, là. Il faut que dans cette génération, nos enfants puis nos arrière-petits-enfants puissent avoir accès à ça aussi. On chiale beaucoup, les Autochtones. On défend le territoire, mais on a besoin de vous autres aussi pour être là. On a besoin de vous autres pour dire que vous autres aussi, vous voulez que dans cette génération, vos enfants, puis vos petits-enfants, puis arrière-petits-enfants puissent avoir accès à ça. Parce que c'est la vie, OK? Je ne sais pas à combien je suis rendue, là. Pile poil parfait. Pile poil, donc, miigwech. Merci beaucoup, Isabelle. En fait, on n'aurait pas demandé de plus belle manière de mettre la table pour cette conversation, en fait. Et merci de nous rappeler cet important mouvement que fut et peut-être qu'est encore I Don't Know More. Merci infiniment. Quelqu'un d'autre? Alors, la question sur les limites de l'inclusion et comment se faire entendre en contexte de
de plurivocalité. Moi, je vais plus parler du mouvement féministe que je connais mieux, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi au mouvement communautaire. Il y a une certaine tension dans les mouvements féministes, notamment sur la question de est-ce qu'il faut essayer de bâtir une espèce de féminisme uni à toute épreuve. Je ne crois pas tellement à cette union sacrée. Pour moi, il y a une pluralité des luttes parce qu'il y a une pluralité euh, des réalités, des situations, des mondes aussi. J'aime beaucoup l'expression assez populaire en Amérique latine de plurivers qui s'opposerait ou en tout cas qui ferait écho de façon différente à un univers, donc l'idée de plurivers. Euh, Dans mon livre Empreinte, on peut voir un peu à partir des différentes femmes que j'ai interviewées, cette notion de pluralité des ancrages, des luttes, des perspectives. Et l'idée, c'est évidemment pas de s'enfermer chacun dans nos mondes, mais au contraire d'essayer de tisser des liens de sororité, mais basés sur le respect, l'interdépendance, mais aussi la réciprocité. Parce que, ben, je parle, mettons, de ma posture, être une femme noire au Québec, c'est pas du tout la même chose que d'avoir d'autres ancrages. Il y a une certaine perception, une certaine histoire liée à l'esclavage qu'il y a eu dans les Amériques, au Québec, à Montréal. Toute la question du racisme, des différentes immigrations choisies ou pas, font en sorte qu'on a évidemment des perspectives très différentes. Et du coup, cette idée de plurivocalité, pour moi, je la vois plus dans une construction de solidarité, de sororité, ce que Audre Lorde appelait les sororités lucides, où est-ce que on a des combats et des stratégies différentes et qu'il y a des luttes communes qui peuvent être parfois ponctuelles, parfois plus durables. Dans cette perspective-là, je pense que c'est un peu la même chose pour l'environnement. Si on pense à l'histoire de la petite Bourgogne, de l'insalubrité des logements historiques, de qu'est-ce que ça veut dire d'être des communautés noires près de certaines industries, avoir moins d'accès à certains services de santé, par exemple, ou à être traités différemment dans les services de santé, ben, on n'est pas tout à fait dans le même bateau et il n'y a pas tout à fait les mêmes urgences. Donc, pour moi, cette idée d'être inclus dans les mouvements communautaires, dans les mouvements féministes, a évidemment une limite parce que cette inclusion in- implique qu'il y ait un centre, un noyau et qu'on essaie de rentrer les autres dedans alors qu'il y a des perspectives quand même différentes. Merci, merci Alexandra. Qui d'autres, pendant que vous mijotez là-dessus, moi j'ai une proposition à vous faire. Il y avait une deuxième grande question dans ce segment. Est-ce que je la lance? Et comme ça, vous pourrez choisir si vous répondez à la première grande question ou à la seconde grande question. OK, bon, j'y vais de toute façon. Trop d'hésitation. Quels sont les enjeux de santé communautaire ou environnementaux que vous estimez être sous-représentés dans les discussions publiques ou qui font moins écho dans les mouvements actuels? Je vais peut-être demander à une des personnes qui n'a pas encore répondu de prendre la parole. Sandra, j'ai l'impression que tu as envie de dire quelque chose. Mais je peux bien. J'attendais de voir si il y avait Non, une il ne bonne faut pas attendre. Chop, chop. Ok, ok. Je peux revenir sur la première question, le titre se faire entendre dans un contexte de plurivocalité. Pour moi, en fait, ça pourrait avoir deux sens. Ça pourrait avoir, en fait, comment se faire entendre en tant que cause dans un moment où un moment d'histoire où tout va mal, puis il y a des luttes qui se mènent sur tous les fronts en même temps. Comment faire entendre notre cause parmi les autres causes qui ont aussi leur place? C'est matière à réflexion, mais c'est pas seulement en fait se faire entendre en tant que cause, mais aussi en tant que personne individuelle dans un groupe.
dans une même cause, dans un même groupe ou parmi des alliés, par exemple. Euh, on est vraiment, je pense, dans un moment qui a énormément d'opportunités de visibilité, mais aussi énormément d'opportunités de répression, puis de possibilités de répression sur plusieurs fronts en même temps. Donc, en fait, il faut apprendre à comment, en fait, naviguer dans ce contexte-là, puis faire entendre sa voix sans noyer celle de quelqu'un d'autre. Donc, c'est quand même assez particulier comme moment, puis ça amène beaucoup de réflexion sur comment avancer, en fait, tout le monde ensemble vers une plus grande équité, une plus grande inclusivité. Euh, Bon, après, pour ce qui est des limites de l'inclusion au Québec, ça, je pense que je vais laisser plus mes co-panélistes répondre là-dessus parce que mon expérience est plus dans la littérature scientifique, puis je sais que les quatre ici avec moi ont vraiment une expérience plus de terrain qui vont pouvoir plus énoncer, en fait, en santé communautaire et environnementale, ce qu'on voit au Québec en ce moment. Mais reste que les limites de l'inclusion à l'intérieur des groupes, dans plusieurs causes, ça peut quand même se manifester de manière similaire aussi, là, que ce soit de l'autocensure, que ce soit de l'exclusion, que ce soit euh, voilà, de la censure par l'autorité, par l'oppression gouvernementale, etc. Donc, c'est matière également à réflexion. Super, merci, merci beaucoup. Merci, Sandra. Oui, Naolo. OK. D'abord, j'aimerais juste commencer par dire que je trouve que l'audience ici, vous avez tous beaucoup d'expertise. Et habituellement, moi, quand je parle aux audiences, c'est souvent à des audiences qui ne comprennent pas de quoi on parle. Et donc, juste quand je suis rentré dans la salle, déjà, je me suis dit, ah, OK, je vais ajuster un peu mon message. Moi, comment j'ai compris la question, c'est juste la plurivocalité, à mon avis, pour moi, c'est une belle aspiration. Je trouve que c'est bien si on peut avoir la plurivocalité, si on peut avoir plusieurs voix qui expriment des réalités différentes. Ça nous permet non seulement de reconnaître les réalités des différentes communautés, mais ça nous permet aussi d'embrasser un peu la complexité des enjeux qu'on a, surtout de nos jours, les enjeux auxquels on fait face. Et moi, donc, moi, je viens d'une culture africaine. On est des frères, moi et elle. On vient du même. Ouais, c'est ça. On vient du même pays. Et dans notre culture, quand on essaie d'expliquer des problèmes complexes, on raconte des histoires. Et moi, je pense pas que j'ai grand-chose à vous apprendre. Mais la façon comment je comprends mon travail, j'aimerais juste peut-être vous poser des questions ou juste réfléchir à de, l'histoire d'un élément. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi. Est-ce que vous avez déjà pensé à c'est quoi l'histoire des plantations en société? Des plantations. Ouais. Et pourquoi je vous demande ça? C'est que quand on parle de multiples voix, multiples cultures, je me demande à quel point est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment dans un contexte de multiples cultures. Moi, le monde que je vois aujourd'hui, c'est un monde de monoculture. La plantation, elle a toujours existé en société. Elle a existé à l'époque romaine, en Égypte, mais la plantation telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a commencé au XVIIe siècle avec l'exploitation des communautés noires. Mais le modèle de la plantation, c'est le modèle de la monoculture. Tu prends une terre et tu plantes juste un truc. Et ça grandit sur un territoire. Mais concrètement, ce qui s'est fait, ce n'était pas juste au niveau de la terre. La monoculture, elle est devenue aussi culturelle. Donc aujourd'hui, on se vante de vivre dans un monde qui est super connecté, mais l'autre côté de ça, c'est qu'on vit aussi dans une monoculture. Et donc, même si on a des combats différents, on a des styles différents, des façons de voir les choses différentes, moi, je considère que mon travail, c'est d'essayer de changer un peu cette monoculture que moi, je considère qui est liée à la colonisation. Et peu importe notre niveau, au niveau du spectrum où on est tous touchés par la colonisation. Et donc, c'est quoi, la question, c'est quoi l'impact de la colonisation sur notre santé, sur la santé des communautés? Et donc, si on se rappelle depuis le début, la colonisation, c'est quoi? C'est l'activité minière. On va y revenir. Ouais, on va revenir sur ça. OK, c'est bon. Absolument.
Merci. Oui. Merci. Merci. Lourdeni? Oui, donc j'ai pris le plus de temps possible pour vraiment mettre ma pensée de façon succincte parce que 3 minutes, ça me stresse. Euh, mais donc, c'est comme vous pouvez l'entendre avec le nom de mon initiative, puis ma présentation, je suis beaucoup animée par le concept d'intersectionnalité. Euh, Puis un des grands piliers de ça, c'est la question de centraliser les marges, tu sais. Puis centrer, oui. Oh mon Dieu, j'ai toujours dit centraliser. Oh my God, c'est gênant. Euh, Mais en tout cas, c'est de centrer la question de centrer les marges. Je pense qu'en ce moment, il y a comme peut-être parfois une. Mais quand je dis en ce moment, pas là, ici, là, mais comme dans l'ère féminisme en ce moment, du féminisme en ce moment, il y a une incompréhension, ou pas une incompréhension, mais en tout cas, je vais y aller avec incompréhension parce que j'ai pas le temps de chercher mon mot, mais du concept comme quoi que c'est la question, c'est ça, c'est une question d'inclure, tu sais, alors que l'intersectionnalité, c'est vraiment centrer les marges, puis de comprendre qu'en centralisant les marges, ça bénéficie tout le monde. Puis, de cette perspective-là, je pense que les limites de l'inclusion, surtout du point de vue environnemental, c'est de comprendre intrinsèquement l'anti-oppression, puis toutes les luttes qui naissent du concept sont intrinsèquement environnementales. Il y a comme cette idée que c'est comme deux choses, deux. J'ai fait 3 avec mes doigts, c'est ça le gag pour les gens dans le Zoom. Euh, mais oui, c'est que je pense qu'en ce moment, il y a comme cette idée que c'est deux volets séparés. Puis, pourtant, quand on écoute justement tout ce qui a été dit, puis même les enjeux qu'on a nommés, surtout avec Isabelle à côté de moi, on réalise que ça va toujours de pair. Tu sais. Il n'y a pas un peu, j'adhère beaucoup à ce que ASQ prône, comme quoi que on ne peut pas faire du bien à des corps et du mal à un environnement et vice-versa. C'est vraiment, ça va de pair. Puis peut-être qu'il y a une certaine exploitation, donc ça donne l'illusion que certaines personnes se font du bien, mais when you harm others, you harm yourself to a certain extent, tu sais. Puis je pense que c'est ça la grande limite en ce moment d'inclusion. Puis si je me souviens plus 100% de c'était quoi la deuxième question, mais je me souviens que ce que j'allais ajouter fitait. Donc, puis ça, je pense que ça se remarque justement dans comment, en ce moment, le mouvement environnemental, tu sais, j'ai comme un peu la déception de comment on parle pas beaucoup, mettons, des enjeux comme ce qui se passe en Palestine. Tu sais, c'est vraiment invisibilisé, alors qu'on comprend, tu sais, que les luttes autochtones sont des luttes intrinsèquement environnementales. Mais quand ça se déroule comme d'une certaine façon, comme tu je sais pas, on aime regarder l'histoire, tu sais, comme là, c'est genre, oui, ce qu'on a fait back then, là, c'était vraiment terrible, mais comme là, c'est genre, en ce moment, tu sais, quand ça arrive, c'est comme, non, on va pas parler de l'hydroélectricité et tout, tu sais. Fait que je pense que c'est des exemples de justement comment, c'est ça, les limites de l'inclusion, c'est comment est-ce qu'on a de la difficulté encore à comprendre intrinsèquement l'anti-oppression comme des démarches environnementales. Puis si je prends sa dernière seconde pour donner un dernier exemple, tu sais, même avec, mettons, Defund the Police, il y a un truc qui... Il y a un post qui parlait... Je triche un peu. Il y a un post qui parlait euh, comme quoi que, tu sais, si on définancer la police, c'est aussi penser à comme peut-être permettre à ce que les transports en commun soient gratuits, par exemple. Mais tu sais, ça, c'est intrinsèquement environnemental, mais on ne pense pas à toutes ces choses-là. Et c'est ça qui manque, à mon sens. J'ai vraiment Oui. Merci, Lourdeni. Oui, on pourra. Merci pour cet autre éclairage. Isabelle meurt d'envie de répondre. Oui. Oui. Donc, on a parlé tantôt d'hydroélectricité. Pour ceux et celles qui aiment lire le journal le matin, sûrement que vous ne pensez pas que nous, sur des kilomètres et des kilomètres, on a des coupes à blanc pour se servir le papier qui vous fournit votre journal. Là, on parle de la guerre, en Chine, ils vont avoir le contrôle sur le lithium.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi, je suis à Benaki de Wolinak, l'autre côté du pont de Trois-Rivières. Et littéralement, dans ma cour où il y a les fenêtres, là, il y a un train qui passe. En fait, il y a des trains. Depuis juillet, là, jusqu'à 4 heures du matin, OK? C'est comme non-stop. Parce que au parc industriel de Bécancour, ils commencent à faire des piles de lithium. Mais moi, dans ma cour, dans ma communauté, là, le jour où il y a un déraillement, là, toute ma communauté, pas juste moi, mes enfants, là, mais toute ma communauté meurt à cause d'un déraillement de train. Nous, on a zéro protection dans nos communautés. Donc, quand on parle de, tu sais, oui, on apprécie ce qu'on a aujourd'hui, mais on ne se rend pas compte de qu'est-ce que ça prend, puis c'est sur qui ça tombe les conséquences. Tu sais, les technologies d'aujourd'hui, là, ça ne va pas se faire tout seul, là. Puis ça ne s'améliore pas, ces trucs-là. Les gens apprécient avoir le téléphone, l'Internet et tout ça, sauf que le 5G dans nos communautés font des ravages aussi. Tu sais, les cancers, tous les cancers, on est dans un organisme qui parle de cancer du sein. Est-ce que quelqu'un se pose la question, c'est les Autochtones qui n'ont pas d'usine de filtration. Comment ça se fait qu'il y a autant de membres dans leur communauté qui ont le cancer et qui en meurent? Personne pose la question. Par exemple, les grandes villes comme Montréal, Québec, ça déverse dans le fleuve, mais nous autres, là, quand c'est rendu chez nous, dans le fleuve, là, on mange le poisson qu'on pêche, là. Tu sais, nos crevettes, là, nos poissons, les animaux qu'on mange sur notre territoire vont s'abreuver dans cette eau-là. Donc, est-ce qu'on est en train d'empoisonner les Autochtones avec tout ce sur quoi on se base, que c'est essentiel? On est bientôt en 2024, puis j'ai une communauté qui n'a toujours pas l'eau courante ni l'électricité. On est au Québec, là. Puis on dit, c'est bon pour tout le monde. Pourquoi, nous, les Autochtones, c'est pas bon? Posez-vous la question, je vous laisse là-dessus, mais Ça, c'est un des aspects du courageux dans la conversation. Est-ce qu'on va vraiment avoir le courage de faire face à ce que tu nous présentes, par exemple? Et comment est-ce qu'on est prêt à sortir de sa zone de confort? Et quand je dis le on, ce n'est pas seulement nous ici, c'est bien évidemment collectivement. Est-ce que collectivement, on sera ou on serait prêt à remettre en question le confort pour regarder l'impact de ce confort-là? Ici même, comme tu l'as si bien dit, c'est pas, on pense à, je sais pas, ce qui compose nos cellulaires, et puis c'est, je sais plus, ce sont des enfants au Congo ou autre. Et puis, évidemment, ça choque tout le monde. On est moins conscient, on est moins informé carrément de l'impact qu'on a au quotidien sur des gens que nous côtoyons. Merci Isabelle. Alexandra voudrait faire, et je vais vous dire que ce sera la dernière intervention pour ce segment-là. Est-ce que quelqu'un peut prendre une photo de Naolo? Non, tourne ta tête vers moi, comme il est là maintenant. Non, tourne. Oui, excusez-moi, c'est parce qu'avec le reflet, là, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Je m'excuse. OK? Ouais. OK. Pardonnez-moi. Non, mais vous voyez ce que je vois, oui? D'accord, merci. Alexandra. J'ai vraiment envie de faire du pouce sur ce que Isabelle et Naolo disaient. La question, c'était, c'est quoi les enjeux de santé communautaire et environnementale? Pour moi, un des enjeux, c'est notre incapacité à faire collectivement, à faire les liens, notamment que tu viens de faire, Isabelle, puis le lien que tu avais commencé à faire, Naolo.
entre le fait que l'environnement est évidemment pas, on le dit, mais on dirait qu'on n'arrive pas à le concrétiser, est évidemment pas détaché de tout le reste. Puis, j'ai comme envie de citer quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'appelle Malcolm Ferdinand et qui parle du concept d'habité colonial. L'idée, c'est de dire que c'est notre mode de vie, la façon dont on habite de façon violente la terre collectivement, qui est intrinsèquement liée à la modernité puis à la colonisation. Colonisation qui débute dans les Caraïbes avec le défrichage, l'installation de plantations à grande échelle, puis qui colonise l'ensemble de la planète par la suite, puis qui instaure aussi des relations très spécifiques entre les êtres humains, la Terre, les non-humains, les vivants comme les non-vivants, puis que cette façon finalement ce mode de vie ou cette façon de s'accaparer l'espace fait en sorte que on extermine, on soumet, on expulse. Puis là, je dis on, mais bon, c'est situé dans le temps et géographiquement, ce processus-là, et que ça instaure toutes sortes des relations qui étaient plurielles, puis qui existent encore par ailleurs, mais qui étaient plurielles parce que la Terre est plurielle, ont été comme reconfigurées dans des relations hiérarchiques, binaires, hommes-femmes, humains, non-humains, l'environnement, nous, et qui font que on n'est pas, donc, c'est ça. On n'est pas capable de prendre à bas le corps les enjeux, à mon avis, auxquels on est confronté, qui doivent être, tu sais, il y a comme un court terme, là, il y a des urgences, l'urgence climatique, les crises environnementales, etc. Mais je pense qu'on pourra jamais, à mon avis, c'est un des enjeux, on ne pourra jamais s'en sortir si on ne prend pas le problème dans cette globalité-là, puis si on ne repense pas à qu'est-ce que ça veut dire de concevoir un autre habité que l'habité colonial. Merci. Oui, on est vraiment, oui, je pense que c'était ça, hein. On avait besoin de, ouf, ok, elle vient nous en donner beaucoup d'un coup. Merci. Mais tu vois, Ama, ouais, Ama, tu es heureuse là. Là, tu es heureuse là parce que tu vois pourquoi c'est ce panel-là que tu avais mis sur pied. Tu as vu, hein? Tout s'imbrique. C'est au-delà. Mais non, c'est clair. Merci. Merci. Voilà. Alors, on entrerait maintenant dans le segment questions spécifiques. On commence avec et les personnes qui voudront poser des questions tout à l'heure, j'espère que vous prenez des notes, hein. Oui, parfait. Est-ce que en ligne, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit ajuster? Pour le son, c'est bon? C'est bon? Merveilleux. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question spécifique pour toi, Naolo, que tu avais déjà reçue. Et j'avais dit qu'on reviendrait à la question de l'impact de la colonisation. Donc, tu y vas comme tu veux, ou bien tu continues sur cette lancée-là avec les autres. OK. Moi, il y a un élément vraiment, l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce travail-là. Et je pense que c'est extrêmement important lorsqu'on fait ce travail-là, de centrer notre compréhension dans l'histoire. Et la raison pour laquelle, c'est pas parce qu'on veut penser à une histoire idéale pour se rappeler d'un beau passé, c'est plutôt pour comprendre en fait ce qui s'est passé par le passé, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand je parle de l'histoire des plantations, je sais que si je vous invite à un webinaire sur l'histoire des plantations, ce n'est pas forcément quelque chose qui sonne comme un sujet important. Pourtant, c'est extrêmement important que les gens comprennent en fait l'impact des plantations en société. C'est le capitalisme, vous avez tous travaillé dans des bureaux qui fonctionnent comme des plantations. C'est la façon de penser le travail, la façon de penser l'être humain
la façon de penser, la production, tout ça, aujourd'hui, on vit encore dans ça. Et donc, moi, je pense que c'est un des éléments, quand je réfléchissais à la présentation, je veux que quand vous retournez chez vous, que vous réfléchissez à cette question de à quel point est-ce que la plantation se trouve autour de moi, dans la société, dans tout ce que je vois, dans comment je consomme. Et donc, il y avait une question qui disait, quels sont les problèmes de santé dont on ne parle pas assez? Un des premiers problèmes que moi, je pense, dont on ne parle pas assez, c'est ce que j'appelle les problèmes de santé mentale communautaire. On parle de la santé mentale, mais on parle souvent de la santé mentale individuelle. Mais la santé mentale communautaire, comment est-ce que les groupes communautaires, certaines communautés ont été impactées au niveau de leur mental par les processus de colonisation? Est-ce que ça veut dire pour notre travail, en fait? Moi, je vous dis, là, au niveau du travail qu'on fait, le nombre de fois que je vois ces réalités-là, c'est énorme. Notre incapacité à travailler ensemble, notre incapacité à s'apprécier, à s'aimer, tout ça, ce n'est pas des choses normales. C'est des maladies, en fait, qui viennent de l'histoire qu'on a. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On est divisé de plusieurs façons et on n'en parle pas assez. Et je vais vous donner un exemple. Comme je dis, dans notre culture, on raconte des histoires. 35 secondes. Ah, ben là, donc, la prochaine conférence, alors. Parce que je suis pas prêt de pouvoir expliquer. Mais ce que je vous dirais, c'est que on n'est pas des communautés qui sont malades. On est des communautés empoisonnées. Il y a une grosse différence entre les deux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on sait très bien que les immigrants, par exemple, quand ils arrivent au Canada, en général, ils ont une très bonne santé. Et il y a un concept qu'on appelle le Healthy Immigrant Effect. C'est-à-dire que tu arrives au Canada, tu es en bonne santé et au fur et à mesure que tu restes, ta santé se détériore. Il faut se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Canada qui fait que la santé des gens se détériore au fur et à mesure? Mais on sait c'est quoi. Si tu prends un animal et que tu le mets dans une boîte et que tu l'enfermes et que tu mets de la pression sur lui, même l'animal, il va tomber malade. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut faire la même chose aux hommes et que ça va pas nous affecter? Donc, il y a plein de choses. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la planification urbaine nous empoisonne. Le manque de terre, le fait qu'on n'a pas de terre, ça nous empoisonne. Les usines nous empoisonnent. Il y aura l'occasion d'y revenir. Merci même pas beaucoup. Merci, Naolo. Merci. Sarah. Alors, je vais y aller avec la question telle que écrite dans votre mémoire, intitulée Les dynamiques de pouvoir dans les milieux militants, une illustration par le mouvement pour la justice climatique. Vous évoquez des rapports de force qui limitent la capacité d'action et le pouvoir rhétorique de certains groupes sociaux, personnes racialisées, autochtones. Pouvez-vous nous en dire davantage? Quelles alternatives mobilisatrices inclusives ont démontré des résultats positifs dans d'autres contextes et comment pourraient-elles être adaptées au Québec? Beaucoup de questions en 3 minutes. 3 minutes. Je vais faire de mon mieux, puis au pire, on reviendra plus tard, là. Bon, pour les rapports de force qui limitent la capacité d'action, là, ils peuvent être de plusieurs niveaux. Comme j'en ai parlé un peu tantôt, ça peut être à l'intérieur du mouvement, ça peut venir de l'exclusion puis de l'invisibilisation qui est fait par des oppressions quotidiennes, symboliques, à l'intérieur du mouvement. Puis ça peut venir évidemment de l'extérieur, de l'oppression, de l'autorité. Ça peut venir aussi du marché. Ça, on l'oublie parfois, que le marché, en fait, il n'est pas neutre. Il est raciste. Par exemple, un incinérateur qui veut s'installer dans un quartier va prendre le terrain le moins cher. Le terrain le moins cher va être tout dans les communautés défavorisées. Donc après, on ne peut pas dire que le marché est neutre. Le marché en soi est raciste et est porteur en fait du régime dans lequel il est. Donc, il faut aussi s'attaquer aussi à cette forme de capitalisme-là qui dirige un peu notre monde. Il y a aussi de la pression qui peut venir de l'environnement, qui fait en sorte que certaines personnes, certaines communautés en général, sont affectées différemment par les changements climatiques. Certains, c'est dans leur quotidien, c'est un enjeu de survie. Pour d'autres, ce l'est moins. Donc, ces personnes-là qui ont plus de temps et qui ne sont pas dans un militantisme de survie
ben, eux ont le privilège militant d'être de l'avant, ont le privilège militant de s'engager davantage, de participer davantage. Donc, c'est eux qu'on entend, c'est eux qu'on voit. Puis c'est eux, au final, qui obtiennent des concessions et des gains qui, au final, devraient être mieux redistribués pour les groupes dignes d'équité, en fait. Euh, voilà, donc ça, c'est voilà, plutôt pour les rapports de force. Si on y va rapidement sur les alternatives mobilisatrices qui ont fonctionné, dans une certaine mesure à l'international, puis qu'on pourrait appliquer au Québec. Je pourrais parler premièrement de la non-mixité dans certains groupes militants qui, de fait, pourraient réduire les rapports de force en étant avec des personnes qui partagent en fait une même expérience de vie, une même histoire, pas nécessairement des mêmes convictions, mais je veux dire qui déjà de base permettraient une meilleure égalisation des voix. Bien sûr, il y a quand même une grande valeur à l'inclusion et à l'intersectionnalité. C'est très important, en fait, que les groupes majoritaires se rendent compte de leur position qui est surtout en appui, en fait, à ces groupes-là, mais que la voix de leadership et que la voix principale viennent, en fait, des groupes qui sont en non-mixité. Puis ça va aussi de pair avec la décentralisation des enjeux qui serait quand même très important à considérer. Le fait que les prises de décision puis les grands regroupements militants soient toujours à Québec, à Montréal, à Ottawa, ça l'invisibilise les régions, ça l'invisibilise les périphéries, les communautés qui sont plus loin. Donc, le fait de décentraliser, ça permet aux communautés plus loin de se réapproprier un peu un espace public puis une force, en fait, mobilisatrice, puis pas devoir tout le temps se déplacer dans les centres puis d'effrayer des coûts, puis ce qui engendre d'autres barrières, etc., etc. Donc, Merci. voilà. Mille autres Merci affaires à dire, mais... beaucoup. Merci. Merci, Sarah. Pourquoi je vous appelle Sandra depuis tout à l'heure et vous ne m'avez pas corrigé? Personne ne m'a corrigé. Pourquoi? Je dis Sarah. OK. OK. Merci. C'est pour ça que vous ne m'avez pas corrigé parce que je n'avais pas fait d'erreur. OK, voilà, d'accord. Alexandra, le droit à un environnement sain et à la santé pour toutes et tous dans un pays où l'on parle aussi de racisme environnemental. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet? Plein de choses. Comment puiser dans nos mémoires ancestrales de lutte pour aller vers la transformation sociale? Alors, sur le racisme environnemental, c'est une expression qui a été développée aux États-Unis dans les années 80. L'idée, c'est de dire que des communautés racisées sont surexposées à certains dangers, sont placées dans des environnements où est-ce que leur santé est en danger, n'ont pas accès aussi à un certain nombre de services de santé. Donc, l'expression a été développée dans les années 80 aux États-Unis, je le disais, mais le vécu est voilà, on peut penser au quartier de la Petite Bourgogne à Montréal, au quartier chinois aussi, aux réserves où ont été placés, emprisonnés les communautés autochtones. Et pour moi, le racisme environnemental, en termes de droits humains, en tout cas, qui est une de mes perspectives, c'est complètement en contradiction avec le droit à l'égalité, le droit à la non-discrimination. Et ça fait aussi écho au fait que à toute la question de l'interdépendance des droits, donc on parle de racisme environnemental, mais en fait, ce qui est en jeu, c'est aussi l'accès aux services de santé, l'accès au système d'éducation, donc le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à une vie décente, etc., etc. Et que dans cette perspective-là, on peut aussi parler, donc, voilà, quand on parle de racisme environnemental, ça touche aussi le fait d'un accès restreint au pouvoir, d'une capacité moindre à participer aux décisions qui nous touchent directement.
qui est un enjeu assez majeur dans les crises environnementales qu'on subit en ce moment. Quand on parle de droits humains, donc droit à l'égalité, droit à la santé, droit à un environnement sain, on parle toujours du droit comme tel, qu'on peut définir de façon X et Y, mais il faut aussi parler de comment on met en œuvre ce droit-là, puis l'idée de la participation, notamment de la participation effective aux prises de décision, à la manière de solutionner un peu les différents problèmes auxquels on est aux prises est quand même essentiel. Euh, si on ne peut pas si on n'a pas le pouvoir de participer aux décisions, où va être telle usine, ou comment est-ce que je vais avoir accès à un système de santé, ben, ça fait aussi partie de ce racisme environnemental puis des freins à pouvoir régler un certain nombre d'enjeux environnementaux. Puis j'arrête là. Voilà. On va y revenir. Merci, Alexandra. On va revenir à ça parce qu'il y a l'autre. On va sûrement avoir le temps pendant la période de questions pour revenir sur les mémoires ancestrales de lutte, hein, de façon plus pointue. Isabelle. Alors, la formulation stricte, c'est occuper le territoire, c'est le protéger. L'activisme autochtone précède l'activisme communautaire mainstream. Quels sont les éléments clés décoloniaux pour des partenariats de mobilisation authentique? Je sors de la question, je sais. OK, on va OK. skipper la question. Non, on va dire tout de suite que le terme décolonial ne fait pas partie du vocabulaire d'Isabelle. Never. En fait, Ni décolonial, ni patriarcal. je pense que je ne suis pas une autochtone normale. Parce Comment que tout ça? ce qui est patriarcal, décolonial, colonialisme et tout ça, je ne l'utilise pas. OK. Moi, je veux juste faire du pouce sur ce que Alexandra disait. J'ai un exemple pour vous autres. OK? Si vous ne me connaissez pas, moi, j'ai une fille handicapée qui vient d'avoir 10 ans. Elle a juste un seul poumon. OK? Elle a été sur une machine respiratoire 24 heures sur 24 pendant des années. J'ai une maman dans une communauté autochtone qui a la même situation maintenant. Et elle me disait pendant l'été que l'hiver dernier, pour elle, c'était vraiment difficile. Moi, mon pire cauchemar, c'était à Montréal d'avoir une panne de courant. Quand tu as un enfant sur une machine respiratoire, tu capotes ta vie, OK? Elle habite la communauté qui n'a pas d'électricité. Elle a une génératrice. Je ne sais pas si l'hiver passé, vous vous souvenez comment le gaz coûtait cher. Puis là, elle devait débrancher la machine respiratoire de temps en temps de son enfant pour chauffer la maison, pour que tout le monde dans la maison puisse avoir, pour survivre pendant l'hiver. Puis elle me racontait ça, puis moi, je pleurais ma vie parce que je me disais, comment tu peux avoir à choisir? On parle de santé, puis tu as dit que la santé devait être pour tout le monde. Puis c'est écrit dans les droits. La santé doit être pour tout le monde. Mais pourquoi on a encore aujourd'hui des enfants qui souffrent parce qu'il y a du racisme avec les Autochtones aussi, le système qu'il y a aujourd'hui. Tu sais, là, quand on prononce racisme systémique, tu as tous les organismes gouvernementaux qui partent en courant, là, OK? Mais il faut le croire que ça existe. Et ça, c'est la preuve, le plus grand exemple. Un enfant devait avoir des problèmes à respirer pendant 15 minutes pour réchauffer la maison pour pas que personne meure pendant la nuit. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, je trouve ça intense. Je trouve ça intense du fait de pourquoi, encore aujourd'hui, on en est là. Est-ce qu'il faut encore qu'il y ait du monde qui meurt dans des situations chez les Autochtones pour que les autres réalisent qu'est-ce qui se passe? Le principe de Joyce est né, pourquoi? Parce que Joyce Echaquan est décédée tragiquement, puis que là, ça a été connu par tout le monde.
Le problème de violence avec les policiers chez les Autochtones, ça a toujours existé. J'ai des coucoumes de 65 ans qui me racontent leurs témoignages de ce qu'ils ont vécu avec les policiers. Mais vous avez été au courant quand? Quand on a 8 guerrières Anishinaabekwe qui ont pris la parole puis qui l'ont dit à la télé. Le principe de Jordan, il y a un enfant à Winnipeg, OK? Que lui, là, le gouvernement fédéral s'occupe des Autochtones. Le gouvernement provincial s'occupe, par exemple, des hôpitaux comme Sainte-Justine ici. OK? En province, c'est provincial. Puis en communauté, c'est fédéral. Jordan est décédé parce que les gouvernements se demandaient, lui, il avait une maladie dégénérative. OK? Et là, il était pour mourir, mais il fallait envoyer tout le monde en ville, à l'hôpital, jusqu'à la fin de sa vie. Là, il se demandait, qui c'est qui va payer pour les familles? Hein, il faut déménager les parents, il faut déménager les enfants. Qui c'est qui va payer pour l'hôtel pendant tout le temps? On ne sait pas combien de temps ça va prendre avant qu'il meure. Bien, il est mort. Il est mort avant que le gouvernement se décide. Et ça prend un cas comme ça. Quand tu es autochtone, il faut qu'il y ait une situation dramatique pour que le monde réagisse, pour qu'il se rende compte de qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est bien beau avoir des principes, là, mais moi, j'aimerais mieux que mon monde ne meure plus. Mais gotcha. Miigwech, Isabelle, on va revenir, quitte à prendre 10 minutes de plus sur la période de questions, on va revenir aux façons concrètes dont on peut concerter nos efforts pour discuter de ces questions. Lourdeni, on a presque le sentiment qu'après ça, c'est... Non, vous êtes capable. Ben non, si vous êtes capable de le vivre, on est capable d'en parler. Mais c'est Sarah au début qui à un moment avait parlé de presque de choix déchirants à faire entre des mobilisations, des préoccupations, des causes. Et puis tout d'un coup, il y a une autre cause qui semble être bien plus importante et puis l'autre, OK? Dans cet esprit-là. Mais on continue. Merci. Lourdeni, est-ce que tu veux nous parler des alternatives ou initiatives de mobilisation selon ta propre expérience, toi qui as notamment lancé le mouvement L'environnement, c'est intersectionnel? Oui. Je vais répondre, mais c'est sûr que ça me touche beaucoup de continuer de parler après ton intervention, Isabelle. Non, mon Dieu, je ne veux pas que tu t'excuses. Au contraire, je trouvais important de prendre un temps pour te remercier d'avoir pris parole de cette manière. Puis, c'est ça. Moi, pour répondre à la question, en fait, je vais peut-être rebondir un peu sur ce qu'Alexandra aussi avait amené et moi aussi, à mon tour, citer Malcolm Ferdinand parce que ça m'intéresse beaucoup comment sa vision du marronnage. Dans le fond, le marronnage, rapidement, s'il y a des gens qui ne sont pas familières avec le concept, c'est tout simplement les différentes formes de fuite qu'il y a eu des personnes qui étaient réduites à l'esclavage, surtout des plantations. Donc, ça revient un peu aussi, encore une fois, à l'image forte de Naolo. Puis, dans le fond, tu sais, c'est ça, Malcolm parle de comment est-ce qu'il y avait une écologie du marronnage vraiment tu sais, qui est cachée dans l'histoire, parce que c'est de parler de comment est-ce que des communautés se sont mobilisées pour habiter l'inhabitable. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant de comment est-ce que, je pense qu'en ce moment, passer les alternatives, le futur, dans les contextes justement où ce que tu viens de nous nommer existe et tout, c'est d'essayer de créer des alternatives à micro-échelle qui peuvent devenir des espaces un peu justement comme ce que les marronnes ont fait pour
faire des essais, / mettre en pratique justement le monde qu'on aimerait habiter. Parce que c'est après ça, en tout cas, si je me fie à, si j'utilise l'histoire de la Révolution haïtienne comme exemple, parce que I represent my people, c'est ce qui, après ça, sert de pilier à la Révolution. C'est ces espaces-là qui ont servi, tu sais, à comme de safe space pour penser la Révolution, puis aussi pour s'organiser, créer une société c'est comme les premières sociétés, quote-unquote, post-esclavage. Donc, c'est ça. Fait que, puis selon moi, comment ça peut se vivre dans le concret, du moins à travers les initiatives que j'ai portées avec le CI. Ben, je l'ai nommé ça a été nommé dans ma bio. Je pense que deux piliers intéressants pour penser ça, c'est les arts. Parce que je pense que c'est un bon outil. Tu sais, ça me ramène à. Mon Dieu, j'ai un blanc de qui a dit ça, mais l'afroféministe qui a dit You can't use the master's tools to break. Yeah, j'ai comme foiré la citation là. Je pense que c'est. Si je ne m'abuse. Bref, fait que je pense que les arts, c'est un exemple de comment est-ce que ça peut être un autre outil. Puis un autre truc, c'est à travers la nourriture. Parce que même, je pense qu'on pense. En tout cas, je pense que tu sais, justement, c'est obligé de sortir d'une logique de plantation. C'est aussi même repenser notre rapport au temps quand on passe à travers la nourriture. Puis peut-être rapidement nommer un exemple que j'ai fait avec le CI. OK, après. Merci beaucoup. Oui. Non, non, mais it's okay. A girl can try. Yeah. Oui, oui. Non, mais il y a une période d'échange là où vous pourrez compléter vos idées très certainement. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Applaudissez nos panélistes. Sarah Dubuc, Alexandra Pierre. Applaudissez les panélistes, s'il vous plaît. Sarah, mais chacune, je cite chaque personne. Alexandra Naolo, Charles, Isabelle Paillet, Lourdes Nijan. Vraiment, on arrive à la période de questions. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il est 17h, presque 30. On a 15 minutes et on ne peut pas dépasser les 15 minutes parce que après ça, comment? Non, mais, hold on. Oui, non, mais on va trouver une façon d'organiser ça, mais c'est parce qu'on ne peut pas dépasser 17h45 parce qu'il y a l'Assemblée générale. Ici, après. On va trouver. Est-ce qu'il y a... Tu vas poser quoi? Oui, en ligne, s'il y en a. Est-ce que... Attends. Non, mais tu vas attendre. Non, ça, tu vas attendre ton tour. Non, 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 non. Non, non. Mais non. Est-ce qu'il y a dans la salle une première question? Tu restes tranquille. Ne soyez pas intimidés hein, par elle. Est-ce qu'il y a en ligne une question? OK, donc on est obligé. On va prendre sa question et on va revenir à Naolo. Vas-y. Bon, ça là, vraiment. Comment? Est-ce qu'il faut bouger? En fait, je peux parler. OK, merci. Mais en fait, c'est pas une question, mais c'est un peu comme un commentaire en même temps question. Vraiment, d'abord, merci. Merci beaucoup pour vos interventions, vos incitations à réfléchir plus, puis à changer aussi de paradigme. Merci beaucoup. Mais en fait, l'intervention d'Alexandra m'a fait réfléchir. Je sais que, en fait, on organise la conversation parce que vous venez d'apporter en fait des réponses très, très précieuses sur, on veut créer, souvent, notre volonté, c'est de créer des réseaux inclusifs de mobilisation ou de concertation en santé communautaire et environnementale. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on parle aujourd'hui et qu'on se rende compte finalement qu'il y a une multiplicité d'enjeux, il y a des dynamiques. En fait, on ne se lève pas un matin, puis OK, on crée ce réseau. Ça prend des alternatives, ça prend du temps, ça prend de décentrer aussi les choses. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite,
j'ai entendu Alexandra quand elle disait que peut-être aussi que on peut aussi, on n'est pas forcément obligé aussi de se mettre, on peut lutter ensemble, mais on peut aussi avoir des moments où on décide sous nos propres conditions et selon nos propres, bref, en tout cas, où on décide entre nous de lutter, de changer, de se concerter, de se mobiliser. Mais la réalité est qu'il y a des groupes qui traditionnellement sont privilégiés et qui ont accès, par exemple, si on prend l'exemple du financement, qui ont accès à certains privilèges que d'autres n'ont pas. Et pourtant, ces groupes-là luttent depuis longtemps, pourtant, ces groupes ont des choses à dire, ont de très bonnes idées. Donc, moi, ma question, c'est, il faut aussi comment est-ce qu'on fait, en fait, finalement, pour, de quoi est-ce qu'on a besoin comme soutien supplémentaire pour faciliter ou permettre justement ces réseaux d'action? Et puis aussi, c'est une question aussi qui interpelle les fondations, les groupes qui financent aussi, de savoir que on peut pas avoir les mêmes modèles et aussi les mêmes modèles de soutien, les mêmes conditions de soutien avec tous les groupes, en fait. Il y a la question du temps, il y a la question aussi des façons de faire qui prennent aussi des fois plus de temps. Donc, voilà. Donc, je vous laisse un commentaire, mais en même temps, c'est des questions aussi. C'est des questions qui sont adressées un peu à tout le monde. Comment est-ce qu'on fait finalement? Ça prend énormément de temps. On a toujours la bonne volonté, effectivement, de faire naître des coalitions, des mouvements, des élans. Mais il faut qu'on se rende compte aujourd'hui, on a entendu plusieurs personnes qui ont parlé. Il faut qu'on se rende compte que c'est plus complexe et ça demande un soutien spécifique. Isabelle a envie de réagir. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, non, mais c'est correct, tu es là pour ça. Merci, merci, Ama, pour ce sujet de profonde réflexion. Ce que nous, on a remarqué chez les Autochtones, c'est que si on reste juste entre nous, on va pas loin. On a besoin d'alliés, on a besoin de partenaires dans tous les domaines où est-ce qu'on est. Je fais partie de plusieurs comités, par exemple, sur la santé, mais ça bouge jamais autant sur un comité que quand tout le monde est là autour de la table. Puis moi, je suis celle qui ne se gênera jamais puis qui va dire « Hey, le comité est pas mal blanc. Il manque d'handicapés. » J'aime pas ce mot-là, puis je m'excuse de l'avoir dit, là. C'est parce que j'étais sous le feu de la passion. Mais tu sais, j'ai besoin d'avoir toute la diversité avec moi. Parce que peu importe d'où est-ce qu'on vient, on a tous vécu des affaires. Puis peu importe d'où est-ce qu'on vient, on a tous passé la Moses de colonisation, puis on est encore dedans. OK? Donc, on a besoin de partenaires de tous les horizons, mais qu'on a le même but. J'ai peut-être un groupe de femmes dans une communauté autochtone qui ont tout le cancer du sein puis qui se demandent où aller. J'ai besoin de connaître l'organisation qui va s'en occuper, qui va les soutenir, qui va en parler avec elles. Parce qu'on a toutes les problématiques dans les communautés. Parce que oui, on a les mines, je répète le mot, on a des mines. On a tous les problèmes, OK? Mais tout ce qui est bon pour les Allochtones n'est pas bon pour les Autochtones. Parce qu'on est les premiers qu'on veut dégager quand on cherche quelque chose. Les pipelines, qui c'est qui chiale en premier? Pourquoi? Ils veulent traverser toutes nos communautés. Pourquoi? Ils ne veulent pas que vous vous déménagez de vos villes. Fait qu'ils pensent toujours dans les endroits où « Ah, c'est pas grave, on va les tasser. » Tu sais, le parc à humains que j'appelle, qui ont créé les communautés autochtones, les réserves en 1876, le gros sort de terrain qu'ils nous ont donné, là. Bien, aujourd'hui, là, en 2023, c'est toujours la même grosseur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous autres, on fait des bébés comme des lapins, là. Fait que, il n'y a plus de place. On est rendu avec des blocs appartements. C'est autochtone, un bloc appartement? Vous ne pourrez pas me dire « Ah, c'était une maison longue, je m'excuse. » Bien, quand vous avez appris à l'école la famille algonquienne et iroquoienne, là, ben, moi, je suis algonquin, puis on était nomades, puis on se promenait. Donc, les blocs appartements, ce n'est pas traditionnel de chez nous. Donc, il faut voir que les problématiques, tout ce qui est avancement de la société est tout à notre détriment. Puis, on ne s'en rend pas compte. Est-ce que vous entendez parler de ça aux nouvelles?
Non. Est-ce que c'est dans les journaux? Non. On l'entend pas parce que c'est pas grave. C'est chez les Autochtones. Donc, les gens des ministères et tout ça qui donnent les financements ne veulent pas qu'on en parle. Donc, une raison pour laquelle, dans les financements, il ne faut pas dire on va parler du racisme systémique, tu n'auras jamais une scène. OK? Donc, il faut trouver d'autres moyens, il faut trouver d'autres façons de faire, mais en étant en partenariat sur toutes les problématiques, c'est là qu'on s'assure qu'on est partout. Donc, écoute. Miigwech, Isabelle. Oui, parce que c'était ça, en fait. Merci d'avoir répondu parce que c'est ce que j'allais te demander, comment on fait. Mais ça, c'est une ébauche de réponse et je suis heureuse, comme tout le monde, je pense, d'entendre que oui, il faut être en solidarité, euh, les alliés. D'accord? Merci beaucoup. Il y a une question dans la salle. Il faut venir au micro. S'il vous plaît, dans la salle, si vous voulez poser une question, il faut impérativement venir au micro parce que sinon, ça ne sort pas dans... Est-ce que ça marche? Vérifiez si ça marche. Test, 1, 2, 3. On entend? Oui. Oui, parfait. Allez-y. Merci beaucoup d'avoir présenté cette conversation. Moi, j'ai une question, en fait, concernant l'aspect... En fait, j'ai une question qui rejoint deux éléments de vos conversations. La première question, c'est de savoir comment vous percevez l'urbanisation de certaines membres des communautés autochtones, parce que moi, j'ai épousé un Inuk et en fait, ça fait pas longtemps que je suis revenue à Montréal et je constate à travers nos conversations que un homme Inuk se trouve difficilement dans une ville et du coup, la semaine passée, on avait une discussion sur le danger du féminisme blanc, en ce sens que le féminisme actuel, qui se veut peut-être uniforme, cherche à démasculiniser et à urbaniser certains hommes autochtones de diverses nations. Et donc, ça vient aussi toucher directement l'environnement parce que pour mon époux qui ne peut pas chasser ou qui ne peut pas pêcher en ville à Montréal, pour lui, c'est comme s'il avait perdu the purpose. Ouais. Donc, c'est un enjeu qui rejoint plusieurs hommes. Et puis, des fois, je me fais consoler par des personnes qui ne veulent pas adresser cette question parce que ça touche directement qu'il y a une défense uniforme, un féminisme, où est-ce que c'est un rejet total de certains hommes qui ont vraiment une importance et que tout à coup, on se trouve avec identity politics. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais cette bagaille d'identité politique où est-ce que tout ce qui est la performance d'alliance sur des enjeux de QSQIA, LGBTQ+, exclut les inéquités socio-économiques et l'enjeu d'urbanisation, de gentrification et de démasculinisation du monde féministe. Voici ma question. Oh my God, c'est gigantesque comme question. OK. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voulait... Personne. OK. Nankourmik. OK. Déjà, dans nos communautés, dans le village de Nordique de Tomboury, c'est déjà difficile à la base parce qu'on n'est plus comme il y a 200 ans. Puis il y a eu une coupure avec la colonisation qui fait qu'on ne peut plus être ce qu'on a toujours été. On doit s'adapter puis rentrer dans le moule de la société d'aujourd'hui. On s'attend de nous à ce qu'on soit comme tout le monde, qu'on ne déroge pas, qu'on ne dérange pas, puis qu'on ne nous... Tu sais que quand on est dans une foule, on ne peut pas savoir on est qui. Le monde d'aujourd'hui, j'ai l'impression que, tu sais, il faut être comme tout pareil. Puis c'est problématique, puis je ne sais pas
OK, ceux qui me connaissent ne vont pas me lancer des roches, là, mais moi, je dis tout le temps que le milieu féministe, c'est un milieu féministe terroriste, OK? Mais je le dis en blague. Mais il y a une partie de, tu sais, il y a un mais, dans le sens où le mouvement féministe aujourd'hui, de ce que moi j'en perçois, parce que quand je suis sortie de ma communauté pour venir à Montréal, là, j'ai eu un choc culturel intense. Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait un lexique pour parler des personnes two-spirit. Des gens, puis de différents. Tu sais, genre, ça commence par allosexuel, là, puis il y a 22 000 termes là-dedans. Là. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça dans ma communauté. Là. J'arrive ici, là, puis là, t'es quoi, toi, aujourd'hui? Juste moi. Parce qu'on n'a pas ce genre de. Il faut absolument rentrer dans une cause. On n'a pas cette. Pour nous, c'est pas une obligation de devoir rentrer dans une cause. Puis je peux en parler parce que j'ai 2 enfants two-spirit, OK? Puis c'est eux autres qui font mon éducation, qui m'apprennent des mots dans le lexique. Aujourd'hui, je suis gender fluide, que c'est ça mange en hiver, ça, cette histoire-là. Mais c'est eux autres qui font mon éducation parce qu'à Montréal, on apprend. Quand on retourne dans ma communauté, le monde sont comme, c'est quoi ça, Isa, gender fluide? Je dois faire l'éducation des autres. Donc, il faut vraiment comprendre que le rôle là, que tu veux ou que ton chum veut, vous devez vous le créer. Peu importe où est-ce que vous êtes. OK? Chaque personne doit créer sa propre boîte. Là. S'il faut fitter d'une boîte, faites-la donc, votre boîte. OK? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est impossible d'être juste soi. Puis c'est problématique parce que les gars dans ma communauté ont le problème de on n'est plus pourvoyeur. J'ai beaucoup de problèmes de suicide dans les communautés autochtones parce que les gars se cherchent. Puis après ça, il y a de la violence dans les communautés parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Puis je parle de communauté et milieu urbain. Mais on n'a pas de ressources. J'ai travaillé 7 ans et demi pour les maisons d'hébergement autochtones. Tout était pour les femmes, 0 pour les hommes. Sont où les ressources pour nos gars? Donc, c'est vraiment important de se faire sa place. Puis c'est clair que le monde ne sera pas content. Les gens ne veulent pas entendre que tu déplaces de l'air autour de toi. Les gens n'aiment pas ça. Mais vous devez être vous-même, OK? Peu importe qui vous êtes ou comment vous vous sentez aujourd'hui, défoncez les portes. OK? Faites-vous entendre. Parce que si vous restez dans votre boîte, vous allez mourir, puis il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Merci beaucoup. Merci. On a une question dans le chat. Ça me fait penser, une question de Cassandra Boyer, ça me fait penser un peu aux questions d'éco-capacitisme. Elle dit, qu'en est-il des personnes en situation de handicap blanches? Loin de moi l'idée de hiérarchiser les différentes formes de discrimination, n'empêche que lorsqu'on parle des limites de l'inclusion dans le communautaire, les personnes en situation de handicap ne sont que très rarement prises en considération. Donc, voilà, c'est une question, mais en même temps un commentaire. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer là-dessus en termes de… Oui, vas-y. Parfait. Oui, ben en fait, c'est ça, je sens comme l'urgence de revenir à tu sais, ce dont j'ai parlé avec le concept d'intersectionnalité, comme quoi que c'est vraiment, encore une fois, de penser aux marges, puis de centrer ces positions-là et comprendre que ça bénéficie à tous. Donc, je pense qu'au lieu de comprendre comme, ah, mais il y a telle personne en situation de handicap, blanche, telle personne, femme noire, mince, telle personne. Tu sais, comme, je pense que la question, c'est plus de tenter de vraiment comprendre le plus possible les postures. Parce que je dis les parce qu'il y en a quand même plusieurs. Là. Je ne vais pas faire semblant qu'une personne peut porter tous les chapeaux. Mais c'est de tenter, je pense que c'est un travail actif de tenter d'identifier quelles postures sont les plus marginalisées, justement de part, en étant au centre de plusieurs intersections. Puis, comment est-ce que c'est
lunettes-là, ces POV-là, si on veut, nous font mieux comprendre le système dans son ensemble et donc comment est-ce qu'on peut y répondre. Là, directement avec ce commentaire-là, j'ai comme directement pensé à une personne que je suis, que je vous invite à suivre si vous ne la connaissez pas, qui est Crutches and Spies, qui est une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, femme noire, grosse, en situation de handicap. Puis justement, elle parle beaucoup de comment est-ce que, tu sais, à travers cette posture-là, c'est pas tant une question de juste, un jour, comment est-ce que son quotidien Elle parle pas que de comment est-ce que son quotidien est impacté par toutes ces réalités-là, mais elle fait réaliser comment est-ce que la construction de ces marginalités-là vont ensemble. Comme quoi qu'un exemple, pour clore mon point, elle parle de comment est-ce que, tu sais, quand on pense à l'histoire des personnes noires qui ont été réduites en esclavage, c'est toute une question de comment est-ce que le but, c'était de comprendre les personnes noires, la race noire, comme un handicap. Fait que ça fait comprendre comment est-ce que, d'emblée, on comprend les handicaps. Fait que, tu sais, c'est toute cette question-là de comment est-ce que quand on fait un travail actif, d'identifier ces perspectives-là qui ont le plus une compréhension d'ensemble sur comment les systèmes opèrent ensemble. Et ça bénéficie à tous. Voilà. Merci, merci. Alors, est-ce que tu crois vraiment qu'une minute de réponse est possible? OK, vraiment. Alors, mais tu reviens ici puisque c'est toi qui fais le mot de la fin. Merci encore. Il y aurait beaucoup. Oui, je sais, mais on pourra le faire peut-être dans l'informel. Je suis désolée. Je dois passer le micro à Ama pour le mot de la fin, mais vous restez avec nous pour l'Assemblée générale et on a une douzaine de minutes de battement pour finir et puis se remettre. Moi, j'anime. Enfin, en principe, si l'Assemblée l'accepte, moi, je serai encore au micro si l'Assemblée accepte. Sinon, moi, je vais m'asseoir tranquillement. C'était bien même. En fait, ça va être plus des remerciements. D'abord, remercier Sarah Dubuc pour sa contribution. Merci beaucoup. Remercier Alexandra Pierre. Remercier Naolo Charles aussi, qui voyage, il vient, il a sa valise derrière, il repart, mais il est venu. Vraiment, merci. Oui. Isabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on t'aime pour ta franchise, on aime ça même, c'est ce qu'on cherche. Et puis Lourdeni aussi, merci beaucoup. Merci Maggie de nous avoir vraiment menés dans cette conversation de façon très chaleureuse. On a besoin de continuer ces conversations, c'est sûr, de nous mobiliser ensemble. Peut-être donc, on doit converser ensemble et créer des élans mobilisateurs, mais avant de le faire, il faut changer de paradigme, comme on l'a dit. On doit envisager des partenariats et coalitions sans nous enfermer dans des médiums, mais plutôt embrasser une forme de solidarité intersectionnelle et faire des alliances anti-oppressives, n'est-ce pas? Encore merci à la Fondation Chagnon pour leur soutien dans les démarches dans le projet Mobiliser, Concerter, Agir, aller vers un réseau inclusif en santé environnementale. Restez aux aguets pour nos prochaines aventures. Merci aussi à Joan McCordick en ligne et Kathleen Goodmanson qui ont été les interprètes, super interprètes aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à M. Mohamed Moussa. M. Mohamed Moussa a prêté ses studios gratuitement pour que les interprètes puissent être à l'aise et puis faire le travail qu'elles ont fait aujourd'hui. Donc, merci, M. Mohamed Moussa. Et je voudrais aussi dire merci aussi à toutes les personnes qui ont prêté main forte à la tenue de cette conversation. Donc, il y a Nancy qui est ici présente. Il y a Amira qui est ici. Il y a qui encore même? Il y a Catherine, il y a Rissa, il y a Nawal de l'autre côté. Oui, le technicien aussi, Nicolas, bien évidemment, Samira. Et puis toutes ces personnes qui sont là, les visages familiers, c'est très encourageant de voir des personnes arriver au fur et à mesure, s'asseoir, converser avec nous. Merci beaucoup d'avoir soutenu ce moment-là. Puis pour les autres personnes qui vont rester à la GA, vous aurez d'autres remerciements après, mais voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà.